Alors, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, chers parents, chers amis. Voilà, on va parler de la crise qui se passe en Ukraine. Mais avant ça, permettez-moi, s'il vous plaît, hein, que je m'hydrate la gorge. On est les bons. Donc, partagez le direct. On peut maintenant dialoguer. Partagez le direct et n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Guégué Compris. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Demandez à vos amis, à vos connaissances de s'abonner sur ma page Guégué Compris. Voilà. Voilà. Dites-leur de s'abonner. De ne même pas hésiter. Invitez vos amis. Voilà. De ne même pas hésiter. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Hein? Tous ceux qui vont se dire que cette vidéo leur plaise, bon, n'hésitez pas à donner les étoiles. Car ça nous encourage, nous les autres, à faire encore des recherches pour pouvoir sensibiliser notre auditoire. Parce que ça, vous êtes mon auditoire et je suis l'auditeur. L'incontournable. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. N'hésitez même pas. Abonnez-vous. Nous allons décortiquer les origines de la crise. Les origines de la crise. On va parler de ça parce que quand on attend d'autres parler, c'est comme si Poutine était un démon et qu'il était celui qui avait provoqué cette crise. Et qu'en dehors de lui, il n'y avait pas d'autres responsabilités ailleurs. Alors, ensemble, nous allons chercher ces responsabilités. Quels sont ceux qui ont provoqué cette crise? Quelle est la vraie origine de cette crise? Tiens, on va en parler. Comme ça, beaucoup vont comprendre. Et ceux qui disent que l'armée russe est incapable d'envahir l'Ukraine, on va en parler dans cette vidéo. On va parler de ça. N'écoutez pas les médias mainstream qui vous mentent à longueur de journée. Il faudrait que ça soit clair. Les médias mainstream qui vous mentent à longueur de journée, ne les écoutez pas. Sinon, vous allez penser que non, c'est du n'importe quoi, ceci, cela, voilà. Est-ce que vous comprenez? Alors, avant de parler des origines de la crise ukrainienne, nous allons parler d'abord de la frappe, de la force de frappe de l'armée russe. Il faudrait que ça soit clair. Bonsoir, bonsoir à tous et à pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guégué Compris, tout et rien, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moucha. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder le sujet de la crise ukrainienne. Les origines de cette crise. Mais avant de parler des origines de la crise ukrainienne, parlons d'abord de la force de frappe de l'armée russe. Il faudrait que ça soit clair. Parce que certains Africains commencent à douter de l'efficacité et de la puissance de feu de la Russie. Je vais prendre d'abord un verre et on va poursuivre mes frères amis. Aujourd'hui, vous verrez certains médias, certaines chaînes internationales, certains médias internationaux qui disent que non, la deuxième armée du monde est incapable de prendre l'Ukraine, est incapable d'envahir l'Ukraine. Et donc, la Russie n'a pas les moyens. La Russie a des trucs vieux, un truc char. La Russie n'a pas le financement, n'a pas les moyens financiers pour pouvoir tenir cette guerre à longueur de journée ou bien à un long terme. C'est ce qu'il nous avait dit. La Russie n'a plus de missiles. Les missiles russes sont finis. Les Russes avaient au moins 1500 missiles. C'est fini, ils ont tout lancé. Il manque de missiles maintenant. Donc ils ne peuvent plus tenir. Et ils ont tenu ce genre de discours. Et beaucoup parmi nous ont cru que ce qu'ils disaient c'était vrai. Mais ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs.
Faisons l'historique des choses. Même la première armée du monde, qui est l'Amérique, je tiens à vous dire que l'Amérique n'a jamais fait la guerre elle seule. Est-ce que vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais attaqué un pays qui est fort militairement, eux seuls. Non, ils n'ont jamais. Que ce soit la guerre du Vietnam, ils étaient avec les Britanniques. En Libye, que vous avez vu là, petite en Libye, entre l'Ukraine et la Libye, entre l'armée de Muammar Kadhafi et l'armée de Zelensky, laquelle des deux armées est puissante? Je vous pose des questions. C'est une question, hein? Vous êtes mieux placé pour répondre à la question. Entre l'armée de Muammar Kadhafi, l'armée libyenne, lorsqu'elle était encore sur pied, et l'armée de Zelensky, l'armée ukrainienne, laquelle des deux armées avait la puissance de feu. Mais je tiens à vous dire, c'est l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne a une force de frappe plus que l'armée libyenne. Mais en Libye, là, avez-vous vu un seul pays européen attaquer la Libye? Ou bien les États-Unis, eux seuls, attaquer la Libye pour faire chuter le gouvernement de trucs comme Muammar Kadhafi? Non. Eux là, ils se disent en puissance, ils se disent, ils sont les maîtres de toutes les technologies, ils se disent qu'ils sont meilleurs en armement, ils ont une puissance de feu, ils ont la meilleure armée du monde, les Américains, ainsi que les Européens. Mais pour attaquer la Libye là, les Libyens même, ils font combien de millions? Parce qu'il faudrait que ça soit clair. Le nombre de millions, d'abord, ça compte. Hein. Les Libyens, ils étaient au nombre de combien de millions? C'est une question. Parce que les Ukrainiens, ils sont 45 millions. Les Libyens, ils n'étaient pas nombreux, mes frères. Lorsque la Libye était attaquée, la Libye ne valait même pas encore 15 millions d'habitants. Ils étaient entre 7 millions à 8 millions d'habitants. Entre 7 millions à 8 millions d'habitants. Donc, Muammar Kadhafi dirigeait un pays de 7 millions d'habitants. Zelensky, il dirige un pays de 45 millions d'habitants. La puissance de feu ukrainienne, et celle de la Libye ne sont pas comparables. Parce que ceux qui ne savent pas, l'Ukraine était la deuxième puissance de feu au sein de l'Union soviétique, c'est-à-dire en dehors de la Russie. Le pays le plus puissant, le deuxième pays le plus puissant au sein de l'Union soviétique, c'est l'URSS, c'était l'Ukraine. Et l'Ukraine détenait des armes nucléaires. La Russie, c'était les deux pays au sein de l'Union soviétique qui détenaient l'arme nucléaire, qui avaient la technologie pour pouvoir fabriquer les armes nucléaires. Les Libyens, certes, ils voulaient fabriquer, mais ils n'avaient pas encore pu fabriquer. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore la technologie pour pouvoir fabriquer l'arme nucléaire et faire leurs preuves. Mais les Ukrainiens, dans le passé, ils avaient déjà la capacité, la maîtrise de la fabrication des armes nucléaires. Et ils détenaient des missiles nucléaires sur leur territoire. Lorsque l'Union soviétique a chuté, alors il y a eu un accord entre Ukrainiens, Russes, Américains, Français, pour démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire pas les autres armes, mais leurs armes nucléaires, ils ont donné ça aux Russes. Mais leur savoir-faire n'a pas disparu. En dehors de ça, les Ukrainiens ne se sont pas limités là. Ils ont continué à fabriquer des missiles balistiques, des missiles à longue portée, des avions de chasse, des avions cargo. Est-ce que les Libyens ils pouvaient fabriquer des avions militaires, des avions cargo, des avions de chasse? Ils ne pouvaient pas. Mais les Ukrainiens, ils fabriquaient ça. Est-ce que vous comprenez? Les Antonov, les plus gros avions du monde, c'est l'Ukraine qui fabriquait ça. Donc eux, ils avaient cette capacité de fabriquer les avions. Mais Muammar Kadhafi ne pouvait même pas encore fabriquer avions. Eux, les Ukrainiens, ils ont la capacité de fabriquer des radars, des batteries anti-aériennes. Mais est-ce que Muammar Kadhafi pouvait fabriquer des batteries anti-aériennes, c'est-à-dire des missiles pour taper des avions à des milliers de kilomètres, intercepter des missiles? Kadhafi n'avait pas encore cette puissance de feu. Est-ce que je fais ça pour que beaucoup de personnes comprennent en fait? Les Ukrainiens, ils ont la capacité de fabriquer des missiles grades, c'est-à-dire
des missiles qu'on appelle les ordres de Staline. Mais ça a évolué, donc on les appelle les missiles Grad. Ça frappe à 45 km. C'est-à-dire que ici, ce sont des véhicules qui ont un truc où les missiles, il y a plusieurs bouches. Quand ils appuient à tir, la portée, ça fait 45 km. Donc, s'il y a un objet qui est dans les environs de 45 km, ça bombarde ça. La Libye n'avait pas encore cette puissance de feu. Est-ce que vous comprenez? L'armée ukrainienne a été formée par les Occidentaux. Vous-même, depuis 8 ans, depuis 2014, mais c'est moi qui dis depuis 8 ans, mais avant ça, avant 2014, il y avait déjà la CIA, les Américains, les Canadiens, ils étaient déjà sur le territoire ukrainien. Ils travaillaient déjà avec l'armée ukrainienne. Et c'est en 2014 là, ils ont renversé le gouvernement qui voulait se rapprocher de la Russie. Ils ont renversé ce gouvernement et ils ont installé leur propre gouvernement. Alors lorsqu'ils ont installé le nouveau gouvernement qui était anti-russe, alors c'est là maintenant les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Français, les Allemands, tout ce que vous pouvez connaître, les Turcs, ils ont intensifié leurs manœuvres. C'est-à-dire les pays de l'OTAN ont commencé à intensifier leurs manœuvres militaires dans tous les domaines, renseignement, c'est-à-dire des centres de commandement, fabrication de missiles. Ils ont apporté leurs aides en matière de communication, guerre électronique. Ils ont apporté leur savoir-faire aux Ukrainiens. Pendant ce temps, les Ukrainiens connaissent, ils avaient déjà d'autres savoir-faire, mais les Occidentaux sont venus apporter encore un renforcement dans d'autres domaines qu'ils ne maîtrisaient pas. Les Ukrainiens ont acheté beaucoup de drones dans la main des Turcs. Ils ont acheté des drones dans la main des Américains. Les gens ne vous le disent pas, mais les Américains ont livré plusieurs drones. Le drone Bayraktar, c'est-à-dire c'est un drone turc, ils ont livré beaucoup. Et la Turquie avait déjà construit une usine pour la fabrication de ces drones sur le territoire ukrainien. Donc un pays qui est en mesure de pouvoir fabriquer des drones, qui est en mesure de fabriquer des missiles à longue portée, des missiles, des navires de guerre, ce n'est pas un petit pays. Ce n'est pas nos petits pays africains là. Non, ce n'est pas la Libye. Mais la Libye, pour que la Libye puisse être attaquée, il a fallu une coalition européenne. Les Américains ne sont pas allés sur la Libye. Les Américains étaient obligés de se coaliser avec la France, l'Angleterre, l'Allemagne et j'en passe. Il y avait des milliers de pays. Ils ont fait une coalition pour aller bombarder la Libye. Mais ils ont mis combien de temps pour faire chuter le régime de Kadhafi? C'est ce qu'on vous demande. Ils ont mis combien de temps, ces Européens qui avaient fait coalition, c'est-à-dire l'OTAN, quand l'OTAN a intervenu en Libye? Est-ce que c'était 10 jours? Est-ce que c'était 3 jours? Ils ont mis beaucoup de temps. Si je me rappelle bien, peut-être 1 mois à 2 mois pour faire chuter le régime de Kadhafi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils avaient mis assez de temps pour faire chuter le régime de Kadhafi. Donc, pour démanteler l'armée libyenne, ils étaient obligés de se coaliser. Ceux qui se disent grandes puissances du monde, qui se disent les pays les plus riches, n'ont pas pu intervenir un à un. Et dans le cas de la Russie, qui intervient en Ukraine, où il y a 45 millions d'habitants, où le président actuel, Zelensky, a proclamé la loi martiale qui empêche les jeunes de fuir, mais qui oblige ces jeunes de prendre les armes. Donc tout le monde est armé. Tout le monde est armé jusqu'aux dents, sans compter les mercenaires, sans compter des trucs, des barbus qui sont quittés au Moyen-Orient pour venir porter main forte au régime ukrainien. L'armée même de l'OTAN est déjà sur place. Parce qu'il y a un militaire américain qu'ils ont interviewé, il dit l'Amérique a entre 10 000 à 15 000 militaires sur le territoire ukrainien qui combattent déjà la Russie. Est-ce que vous comprenez? Les Américains ont donné au moins 15 000 militaires. 15 000, c'est pas petit. Hein. Avec 15 000 militaires, on fait chuter un État ivoirien. Et africain plutôt. Donc, ils ont donné 15 000 militaires sur le territoire ukrainien. Sans compter les militaires français, les militaires turcs, ceux-mêmes qui viennent du Japon,
Ceux qui viennent de la Pologne même, la Pologne même est zélée. C'est un pays même c'est un pays vent en guerre. Ils ont déjà, il y a des militaires polonais qui sont là-bas, lituaniens. C'est moi, canadien même, on n'en parle pas. C'est moi qui veux citer. Britannique, il y a des militaires britanniques. Donc chaque pays a donné combien de militaires? Et ces militaires-là, ils les font passer pour des volontaires. C'est ce qu'ils disent aux gens. On dit non, ce sont des volontaires, des volontaires. Mais en réalité, ce sont des gens qui sont encore en exercice, qui ont demandé d'aller porter main forte au gouvernement ukrainien. Mais en allant là-bas, ils ne sont pas partis les bras ballants. Ils sont partis avec des armes de guerre, avec d'autres technologies. Mais avant l'attaque sur l'Ukraine, les Européens ont envoyé des milliers d'avions pour équiper l'Ukraine en armement. Mais la Libye, là, qui équipait la Libye en armement lorsque la Libye était attaquée? Personne ne donnait les armes aux Libyens. Mais les Libyens ont tenu devant l'OTAN. Donc, malgré le soutien des Occidentaux, des Américains, et tous ceux qui ont fait bloc pour soutenir l'Ukraine, malgré la puissance de feu de l'armée ukrainienne, la Russie avance. Quand c'est comme ça, là, respectez un tel pays. Parce que si la Russie était faible militairement parlant, je vous le jure, que la Russie allait perdre les territoires occupés. Aujourd'hui, la guerre même allait se dérouler sur le territoire russe. Oui, si la Russie avait une armée faible, elle allait perdre la guerre en Ukraine et la guerre même allait arriver sur le territoire russe. Je tiens à vous rappeler que la guerre du Golfe, c'est-à-dire en Irak, la guerre qui s'est passée là-bas, quand les Américains ont attaqué l'Irak, parce qu'on parle d'Américains, mais est-ce que les Américains étaient seuls en attaquant l'Irak? Voilà la question qu'on vous pose. Ils ont pris 6 mois pour préparer la guerre. À travers le pays proxy de l'Irak, ils ont déporté des milliers de chars. Les Américains avaient donné au moins 250 000 soldats, plus 30 000 soldats britanniques. Donc au total, ils faisaient 280 000 soldats. Et donc les Britanniques, plus les Américains, ensemble ont attaqué l'Irak. Avec des porte-avions aux alentours, ils ont utilisé des forces terrestres, des forces aériennes, des forces navales. Sur tous les fronts, ils étaient deux États nucléaires qui se sont coalisés pour aller attaquer l'Irak. Mais est-ce qu'ils ont arrêté Saddam Hussein en moins de 2 semaines? Mais non, ils ont mis des mois avant de capturer Saddam Hussein. Mais quand il s'agit de l'opération russe, ça fait même pas encore 2 mois. Ah, la Russie a échoué. Mais quand c'est eux là, oui. Quand c'est eux, non, c'est normal. Donc la Russie n'a pas échoué. Laissez le temps à Poutine. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas dit qu'il allait prendre Kiev. Est-ce que ceux qui parlent sur les médias, est-ce que vous comprenez? Donc il y a eu 2 États nucléaires qui ont attaqué l'Irak. Mais pour arrêter Saddam Hussein, ça n'a pas été facile. Oh, l'armée de Saddam Hussein n'est pas pareille que l'armée ukrainienne. On vous parle d'une puissance militaire. Ukraine, ce n'est pas un petit pays. Hein? Ukraine seule peut renverser nos États, peut renverser le gouvernement ivoirien, le gouvernement burkinabé. L'armée ukrainienne seule peut renverser nos différents gouvernements. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une armée forte, l'Ukraine. Ce n'est pas n'importe qui. Même l'armée française, si on demande aux Français, eux seuls, de ne pas utiliser armes nucléaires, mais ils n'ont qu'à déployer leurs avions de guerre, leurs soldats, leurs chars pour aller attaquer l'Ukraine. La France ne pourra pas. Parce qu'elle risque de se casser les dents. Elle ne peut même pas pénétrer l'Ukraine. Elle va perdre la guerre dès le début. Elle n'aura pas les moyens pour mener la guerre pendant 10 à 20 jours. Et les soldats français vont se voir malmenés sur le terrain. Donc, la Russie, là, respectez la Russie. Sa force de frappe est une force de frappe avérée. Malgré le soutien et la coalition de l'OTAN, la Russie gagne du terrain. Des gens disent la Russie n'a pas encore pu prendre Kiev. Je viens. Excusez-moi.
Excusez-moi, je suis de retour. Alors, donc je disais que l'armée ukrainienne n'est pas une petite armée. C'est une armée qui est forte. Voilà. Allez-y chercher l'armée ukrainienne est quelle au monde. Et vous comprendrez. Et puis la Russie n'a pas utilisé toute sa force de frappe. La Russie n'a pas utilisé toute sa force de frappe. Parce que la Russie n'a pas un problème avec tous les Ukrainiens. Elle a un problème avec un certain groupe nationaliste qui se fait appeler l'armée d'Azov, le groupement d'Azov. Ce sont des radicaux qui venaient l'ancien Führer de l'Allemagne. Donc c'est avec ceux-là la Russie a problème. Donc si la Russie dit elle va dénazifier l'Ukraine, mais il y a un objectif précis et concis. Il y a des villes où ces gens-là sont implantés. Par exemple, Mariupol, c'est leur fief, c'est leur base. Donc quand la Russie a attaqué Mariupol, elle n'a pas eu pitié de cette ville. Elle a maté. Elle a bombardé tout ce qui était sur son passage. Mais Kiev, ce n'est pas le problème. D'autres disent, mais la Russie ne peut pas renverser le gouvernement. Non, ce n'est pas bien vu au monde entier. Dans le monde entier, tous les trucs sont braqués sur l'Ukraine. Donc imaginons, Poutine essaie d'éliminer Zelensky. Mais c'est un scandale mondial. Poutine n'est pas comme les Occidentaux qui attaquent pour assassiner des présidents de d'autres pays. Non. Il n'est pas là à vouloir l'éliminer, le tuer. De la manière les gens nous font... Non. Sinon, le palais présidentiel est là. Est-ce que depuis que les combats se passent là-bas, avez-vous déjà vu la Russie tirer sur le palais présidentiel à Kiev? La Russie n'était pas sur le palais présidentiel. Si la Russie voulait détruire, renverser elle allait bombarder le palais présidentiel ou bien la résidence du président, attaquer là où le président dort, son domicile, son palais et tout, détruire ça. Ce n'est pas des missiles qui manquent. Parce qu'à longueur de journée, on voit des Russes qui frappent le territoire ukrainien, des dépôts de carburant, ceci, cela. Donc si elle voulait renverser, elle allait détruire le palais avec des missiles de haute précision. Et Zelensky n'allait plus avoir un palais où rester pour parler, détruire le truc de leurs députés. Mais la Russie ne s'apprend pas aux édifices de l'Ukraine. Donc vous devez comprendre que la propagande que l'Occident vous fabrique, ce n'est pas vrai. C'est autre chose. Sur le terrain, c'est autre chose, mes frères. La Russie a décidé de retirer ses forces qui sont au nord de Kiev. Parce que son objectif, ce n'est pas de prendre la capitale. Les gens de la capitale, ils n'aiment pas les Russes. C'est des gens qui sont lobotomisés par les Occidentaux. Donc les Russes ont un objectif précis. Prendre toute la partie où se trouvent les bases navales ukrainiennes. C'est ce qui intéresse les Russes. Et puis libérer le Donbass, c'est tout. Une fois que c'est acquis, mais ils vont laisser les Ukrainiens seuls. Ils vont dire, bon, faites maintenant votre politique, faites ce que vous voulez. Mais on ne veut pas voir l'OTAN sur votre territoire. Mais cette partie-là, nous les Russes, on occupe. Donc cette guerre qui va se terminer, malheureusement, l'Ukraine va perdre une très grande partie de son territoire. Parce que les parties occupées déjà par la Russie ne va pas remettre ça aux Ukrainiens. C'est-à-dire le monde entier doit le savoir. Même si officiellement, Poutine ne va pas dire non, j'occupe. Mais la Russie va mettre des gouvernements indépendants qui, eux, maintenant, ils vont faire des référendums pour dire, bon, nous, on veut se rattacher à la Russie. C'est ce qui va se passer là-bas. Et quand ils vont voter, la Russie va dire, bon, on vous reconnaît. Donc, vous faites partie de la Russie dorénavant. Donc, automatiquement, ça devient des États russes. Ce qui va empêcher le gouvernement ukrainien d'attaquer ces différentes villes ou ces régions qui vont se rattacher à la Russie. Parce qu'une fois que c'est rattaché à la Russie, s'ils attaquent, c'est comme s'ils déclaraient maintenant la guerre officiellement à la Russie. En ce moment-là, tout est permis maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Russie ne paie pas la guerre. La Russie va lentement, mais sûrement, est en train de prendre des villes stratégiques. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En dehors de ça,
Qu'est-ce qui a provoqué la guerre en Ukraine? Parce que des gens ne disent pas la vérité. On dit Poutine est un démon, Poutine est ceci, c'est lui qui est à la base de tout. Aujourd'hui, maintenant, les gens sont à l'accuser que c'est la Russie qui est en train de créer la famine dans le monde. Et que cette crise alimentaire, c'est à cause des Russes. Vous comprenez comment les gens ils manipulent les gens? Comme si eux, ils n'y étaient pour rien. Cette histoire de crise alimentaire. Mais on va y arriver. Donc cette histoire, pourquoi la crise est arrivée en Ukraine? Vous savez, la Russie a attaqué deux pays voisins de la Russie, la Géorgie et l'Ukraine. Pourquoi la Russie a attaqué ces deux pays? En 2006, Poutine a tenu un discours à Munich où il a fait comprendre aux Occidentaux qui sont dirigés par l'Amérique, par le biais de l'OTAN, qui eux, en 2006, avaient dit que l'OTAN avait une porte ouverte, une politique de porte ouverte pour intégrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Poutine, qui était dirigeant en ce moment-là, a réagi et a dit non. L'OTAN non seulement n'a pas respecté le deal qu'il y avait entre la Russie et l'OTAN, qui disait que l'OTAN n'allait pas avancer vers l'Est, mais l'OTAN n'a pas respecté ça et l'OTAN a avancé vers l'Est en intégrant les anciens pays de l'Union soviétique au sein de l'OTAN. Et en retournant ces pays contre la Russie, et donc ces pays font une politique anti-russe. Maintenant, ils veulent décider d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie au sein de l'OTAN. Poutine leur a fait comprendre que non, cette fois-ci, la Russie ne va pas accepter. La Russie va réagir. Et donc, en Géorgie, il y avait deux parties, l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord, qui avaient proclamé leur indépendance. Et donc, pour que la Géorgie puisse rentrer dans l'OTAN, il fallait que la Géorgie récupère ces deux parties. Donc, l'OTAN a demandé au président géorgien d'alors, qui était Saakashvili, qui a fait ses études aux États-Unis, qui est un agent américain, qui était dirigeant parce que, à suite à une révolution de couleur, Saakashvili avait pris le pouvoir en Géorgie. Et suite à ça, les Américains, les Européens lui ont demandé de conquérir ces deux parties-là qui échappaient au contrôle géorgien pour qu'une fois, dans le giron de la Géorgie, c'est-à-dire une fois que la Géorgie aurait fini de conquérir ces deux parties, alors la Géorgie va intégrer automatiquement l'OTAN. Et donc la Géorgie a décidé d'attaquer l'Ossétie du Sud et l'Ossétie du Nord. Quand la Géorgie a attaqué en 2008, Poutine n'était pas président, c'était Medvedev qui dirigeait la Russie en ce moment-là. Donc la Russie était obligée de réagir pour protéger ces deux républiques. Parce que dans ces deux républiques, quand ce sont des russophones qui sont là-bas, et puis eux, ils ont dit qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'OTAN. C'est à cause de l'OTAN qu'ils s'étaient rébellés. Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas intégrer l'OTAN, ils ne veulent pas intégrer dans l'Union européenne. Or, la Géorgie, sa politique, c'était d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Donc, ces deux républiques ont demandé aux Russes de les aider, puisque ce sont des citoyens russes qui sont là-bas. Donc, la Russie était obligée d'intervenir en Géorgie pour leur dire, vous n'allez pas envahir ces deux républiques. Et d'ailleurs, on ne peut pas vous laisser rentrer dans l'OTAN parce que vous faites frontière avec la Fédération de Russie. Et donc, une intégration de l'OTAN directement en Géorgie, c'est une menace directe envers la Russie. Et donc, la Russie ne peut pas accepter cela. Comme ils ont échoué en Géorgie, les Américains ne se sont pas arrêtés là. Les Européens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, bon, comme la Géorgie a échoué, on va d'abord déposer les dossiers géorgiens
on va s'apprendre à l'Ukraine. D'où cette histoire de coup d'État sur l'Ukraine en 2014. À la place de Maïdan, c'est comme la place de la République en Côte d'Ivoire. À la place Maïdan, c'est là aussi leur place, qu'ils appellent la place Maïdan, en Ukraine, située à Kiev. Victoria Nuland, qui est une ex-secrétaire d'État de l'Amérique américaine, s'est déplacée en personne pour aller là-bas pour encourager les manifestations en leur donnant des vivres. C'est-à-dire, imaginons un peu, imaginons que au Burkina, il y a des manifestations et puis le premier ministre ivoirien, il quitte en Côte d'Ivoire pour aller acheter de la nourriture aux manifestants au Burkina pour leur donner, pour dire, bon, manifester, renverser le truc, renverser le président burkinabé. Est-ce que ce n'est pas une ingérence directe de vous à moi? C'est une ingérence directe. C'est comme si la Côte d'Ivoire s'immisçait dans la politique burkinabé pour renverser le président burkinabé. Mais c'est ce qui s'est passé en 2014 quand la secrétaire d'État américaine, qui était Victoria Nuland, quitte les États-Unis pour venir en Ukraine, aider les manifestants, leur donner des vivres, en coordination avec l'ambassadeur des États-Unis qui se trouvait en Ukraine, avec d'autres services de renseignement européens, pour faire chuter le gouvernement ukrainien. Parce que ce gouvernement avait une politique qui regardait vers l'Est, c'est-à-dire une politique pro-russe. Les Américains n'ont pas accepté ça, les Occidentaux n'ont pas accepté ça. Pour eux, l'Ukraine doit intégrer l'OTAN. Et donc, quand ils ont fait ça, ils ont mis leur argent. C'est là la Russie a réagi pour dire, bon, c'est comme ça que vous voulez faire. La Crimée appartenait à la Russie. Et c'est les autres dirigeants, c'est-à-dire, comment il s'appelle, Nikita, qui était un ex-dirigeant dans les années 1960 de l'Union soviétique, qui avait donné la Crimée, aux Ukrainiens. Donc Poutine a dit, bon, nous on va récupérer notre Crimée pour empêcher l'OTAN d'avoir des bases militaires sur la mer Noire via l'Ukraine. Alors, cela n'a pas plu aux Ukrainiens. Ils disent non, la Crimée leur appartient. Et ils ont commencé à développer une politique anti-russe. À l'est de l'Ukraine, il y a des Ukrainiens qui se sont révoltés, qui disent, eux, ils ne veulent pas intégrer l'Occident, ils ne veulent pas intégrer l'Union européenne, parce qu'ils ont leurs coutumes. Et leurs coutumes, ce sont des coutumes russes, et donc ils ne peuvent pas laisser leurs valeurs pour intégrer l'Union européenne. Donc il y avait maintenant deux Ukraines. Il y a d'autres Ukrainiens qui, eux, ils veulent intégrer l'Union européenne avec l'OTAN. Il y a d'autres Ukrainiens qui, eux, ils ne veulent pas intégrer l'OTAN. Ils ne veulent pas rejoindre l'Union européenne. Et ces Ukrainiens-là, ce sont des Russes, des citoyens russes qui sont restés en Ukraine lorsque l'URSS tombait. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ceux-là, ils ont pris les armes pour se rebeller. Et ça fait que leur parti n'était plus contrôlé par le gouvernement central, qui était le gouvernement de Kiev. Et ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement central, le gouvernement de Kiev, aidé par les Occidentaux et les Américains, n'ont cessé de bombarder ces deux républiques, de Lugansk et de Donetsk. Pendant 8 ans, ils ont commis un crime. Il y a eu 14 000 morts. Mais cela n'a jamais apparu dans la presse occidentale. Personne n'a jamais parlé de ça. Ceux qui ont été sur ces territoires, quand ils veulent montrer les preuves, on les restreint. C'est-à-dire on les empêche de publier ça sur les réseaux sociaux. On dit non. C'est-à-dire ils contrôlent les médias. Quand tu as une information, tu publies, bouf, on te désactive. C'est-à-dire Facebook te bloque, ou bien Facebook désactive ton compte. Twitter, pareil. YouTube, on dit non, ces images ne peuvent pas être diffusées. Et donc, ils ont étouffé cette affaire. Et donc, ceux qui sont du côté occidental ne savaient pas que le régime de Kiev commettait des crimes contre l'humanité sur sa population de l'Est.
Donc, trop c'est trop. Poutine a dit, bon, en décembre 2021 qui est passé hier, Poutine a dit, bon, parlons de la sécurité de l'Europe. Parce que je n'arrive plus à comprendre. Poutine dit qu'il ne comprend plus la démarche de l'OTAN. Il faudrait qu'il y ait une négociation sur la sécurité de l'Europe. Parce que depuis que l'URSS a chuté, ils n'ont pas parlé de la sécurité de l'Europe. L'OTAN a une politique offensive qui intègre les pays qui sont aux alentours de la Russie, qui faisaient partie d'un seul bloc avec la Russie. Et aujourd'hui, ils veulent intégrer l'Ukraine. Donc, Poutine a dit non, parlons de ça. Et garantissez-moi que l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN. Les Occidentaux ont dit quoi? Ils ont donné une réponse de non-recevoir. Ils ont dit, ce n'est pas à Poutine de leur indiquer ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Et que le fait de garantir à Poutine que l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN, c'est comme si il se rabaissait devant Poutine et que c'est inadmissible. Est-ce que vous n'avez pas vu les démarches où Poutine a rédigé des trucs pour dire qu'il veut une garantie? L'Ukraine et la Géorgie ne vont jamais intégrer l'OTAN. Les Occidentaux ont dit jamais. Et que l'OTAN a eu une politique de porte ouverte. Et que chaque pays est libre d'intégrer une organisation ou faire une coalition avec d'autres pays qu'il veut. Mais les Américains, eux, ils ne veulent pas ça. Cuba était libre, c'était un pays libre, qui était aussi libre de faire, pour avoir une seule défense avec l'Union soviétique. Mais au temps de l'Union soviétique, quand les soviétiques avaient envoyé des missiles à Cuba, les Américains ont failli déclencher la troisième guerre mondiale parce qu'ils ont dit, eux, ils ne peuvent jamais, jamais de la vie accepter qu'un pays frontalier des États-Unis fasse coalition avec leur ennemi pour que l'ennemi envoie des missiles qui peuvent facilement frapper le territoire américain. Ils ne peuvent jamais accepter cela. Et que le jour où cela arrivera, alors ils vont partir en guerre. Même si c'est pour déclencher la troisième guerre mondiale, ils vont le faire. Et donc, ils ont failli déclencher la troisième guerre mondiale. C'était Nikita Khrouchtchev qui était au pouvoir. Et puis, c'était le président Kennedy qui dirigeait encore les États-Unis avant sa mort. Donc cela est passé. Ça fait que la Russie n'a plus jamais envoyé des missiles sur l'île qu'on appelle Cuba. Mais les Américains, en retour, ils se cachent derrière les Occidentaux et puis ils se rapprochent des frontières russes. C'est ça que Poutine a dit non. C'est inadmissible. Vous refusez qu'on envoie des missiles sur le territoire américain, les pays voisins de l'Amérique. Vous refusez, mais vous permettez d'envoyer des missiles dans les pays voisins de la Russie. C'est inadmissible. Donc, parlons de la sécurité. Les Américains ont dit non, pas question. Pas question. Ils ont dit, au lieu de... ils demandent aux Russes, ils n'ont qu'à parler des missiles intermédiaires et tout ça. Ils n'ont qu'à trouver une signature sur les missiles à longue portée ou à moyenne portée. Mais en ce qui concerne l'Ukraine et la Géorgie, les Russes n'ont qu'à oublier parce qu'eux, ils ne sont pas prêts. Et que l'Ukraine est libre d'intégrer l'OTAN. Voici d'où le problème vient. Le problème là, c'est là. Donc Poutine a averti que si vous ne voulez pas tenir compte de mes exigences ou bien de ma demande, je vais prendre des mesures techniques et militaires. Et ils ont dit, la Russie ne peut jamais attaquer l'Ukraine. La Russie est faible militairement parlant. Ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent jamais attaquer l'Ukraine. Et que l'Occident va soutenir l'Ukraine. Et qu'économiquement parlant, s'ils font l'erreur, on va détruire, anéantir leur économie. Ce qu'ils n'ont jamais vu, ils vont voir. Joe Biden avait dit ce discours. Mais en même temps, la Russie avait une autre information disant qu'en masse, l'Ukraine allait attaquer le Donbass avec l'aide des Occidentaux pour libérer les deux républiques de l'Est. En masse. Donc, l'information est arrivée aux côtés des Russes. Et donc, la CIA, l'armée américaine, l'armée canadienne, l'armée britannique formaient déjà les Ukrainiens
les préparait à lancer l'assaut sur les deux républiques. Et donc, les tranchées qu'ils ont creusées à l'est, ce qui empêche les Russes d'avancer trop vite là, c'était des tranchées qui ont été creusées par l'aide des Occidentaux pour leur dire ce qu'ils devraient faire parce qu'ils savaient que s'ils attaquaient, la Russie allait intervenir pour les empêcher. Et donc, ils étaient prêts, ils les ont formés pour faire la guerre contre la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Occidentaux préparaient les Ukrainiens pour faire la guerre contre la Russie parce qu'ils étaient convaincus qu'en masse, l'Ukraine allait déclencher la guerre. Donc, Poutine ayant ces informations, et il a eu d'autres informations que non, ils sont là. Ils sont là mener des recherches biologiques, des armes biologiques que les Américains ont mis en Ukraine, des armes biologiques militaires, c'est-à-dire où on fabrique dans les laboratoires, on fabrique des microbes et tout. Donc tu peux attaquer un pays à travers ces microbes et créer une maladie dans ce pays-là, semer le désordre, tuer la population de ce pays sans tirer une seule balle, mais les microbes, de la manière cette maladie du monde est en train de tuer les gens à longueur de journée. Voilà, ce sont ces genres de microbes qui fabriquaient en Ukraine. Donc les Russes ont eu cette information. Mais en même temps, les Européens disaient que, bon, si l'Ukraine lance son offensive sur le Donbass et que l'Ukraine réussit à prendre ces deux républiques ou qu'elle échoue, alors l'Ukraine peut intégrer l'OTAN en abandonnant ces deux républiques. Donc pendant ce temps, ils étaient là à accélérer les dossiers. Ils étaient là à accélérer les négociations pour que l'Ukraine adhère le plus tôt possible dans l'OTAN. Et au même moment, ils étaient là à blaguer les Russes. Donc les Russes ont eu ces informations, ils ont dit, bon, à un moment donné, on ne peut plus. Nous, on cherche à négocier, eux, ils nous font balader. Et pendant ce temps, ils préparent des coups. Si c'est le cas, on va attaquer. Avant que l'Ukraine attaque, nous, les Russes, on va attaquer. D'où l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Donc, s'il y a attaque contre l'Ukraine, il ne faudrait pas que les gens diabolisent Poutine. Parce que suite à la révolution des deux républiques du Donbass, c'est-à-dire la république de Donetsk et de Lugansk, il y a eu des accords, les accords de Minsk. Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie, dirigée par Loukachenko. Il y a eu des accords pour cesser les combats. Et donc, la Russie n'est pas partie prenante. La Russie est un pays assistant. La France est un pays assistant. L'Allemagne est un pays assistant. Donc, ce sont ces deux républiques, plus l'État ukrainien, qui devrait mettre ces accords en application. Et donc, la Russie avait pour rôle d'exercer une pression sur ces deux républiques pour que ces deux républiques acceptent les accords. Et donc, la Russie a fait son mieux. Maintenant, le gouvernement de Kiev, au lieu de respecter les accords, au lieu de signer ces accords, ils ont déjà signé ces accords, mais appliquer les accords, eux, ils disent qu'ils ne veulent pas. Que si les accords sont appliqués, c'est une atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Qu'ils ne peuvent jamais permettre à deux petites républiques d'avoir leur indépendance vis-à-vis du gouvernement central. Donc, eux, là, ils refusent d'appliquer l'accord. Or, cet accord qui a été signé a été reconnu par l'ONU. Donc, c'est un accord international validé au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ceux qui devraient exercer la pression sur le gouvernement de Kiev, puisque Kiev est l'allié des Occidentaux, c'était le gouvernement français et le gouvernement allemand. Mais eux aussi, ils ont joué double jeu. Ils n'ont pas voulu mettre de la pression sur le gouvernement central parce que les États-Unis leur ont dit de laisser pourrir les dossiers, de laisser ça comme ça. Parce que les Américains veulent utiliser l'Ukraine pour combattre la Russie. Et eux-mêmes, ils ont dit ça. Ils ont dit, ils vont combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Les États-Unis ont dit, ils vont combattre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. Donc, dans ça là, ce sont les Ukrainiens qui sont mabous. C'est eux qui ne comprennent rien. C'est-à-dire, leur pays est utilisé pour affronter la Russie. Donc, si eux, ils comprenaient et qu'ils étaient intelligents,
ils allaient comprendre que non, on est en train de détruire notre pays. On ne peut plus accepter. Parce que la destruction qu'il y a en ce moment-là, ça vaut 500 milliards. C'est-à-dire, si l'Ukraine veut reconstruire son pays, il lui faut au moins 500 milliards de dollars. Au fur et à mesure que les jours passent, les milliards augmentent. D'ici, ils vont encore dire un mois, il leur faut au moins 1000 milliards pour reconstruire leur pays. Qui est prêt à leur donner cet argent? Sachant bel et bien qu'il y a eu une crise qui va frapper l'Occident. Et l'Amérique, bientôt, sera confrontée à une crise monétaire parce que le dollar sera défié bientôt. Et donc, les Américains ne pourront plus essayer de prendre le risque pour partager des dollars aux Ukrainiens. Et eux, ils comprendront que dans la vie, quand tu fais la politique, il faut être mature. Il ne faut pas vendre ton peuple pour un jeu qui te dépasse. Le jeu entre les Occidentaux et la Russie, c'est toi, c'est vous les Ukrainiens, ils utilisent pour détruire votre pays. Pendant que eux, leurs pays sont bien construits, leurs pays sont bien trucs. Et ils vous promettent que non, ils vont reconstruire le pays. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont reconstruire votre pays? C'est ça le vrai problème. Donc les Africains qui pensent que Poutine est mauvais, il est démon, non. Ce sont les médias qui vous font croire cela. Mais avant d'accuser Poutine, d'où vient la cause de cette crise? Est-ce que les Occidentaux sont blancs comme la neige dans ça? Non. Au lieu de chercher les négociations, pendant que Poutine cherchait les négociations, eux, ils envoyaient des armes. Chaque jour, vous n'avez pas vu des avions occidentaux, des avions américains qui défilaient à Kiev, des cargos militaires en train de déporter des armes, au lieu de chercher des négociations, au lieu de promettre aux Russes que l'Ukraine ne va jamais intégrer l'OTAN, au lieu de négocier, pendant que la Russie cherchait des négociations, eux là, ils envoyaient des soldats, ils envoyaient des armes, et ils tenaient des discours guerriers pour dire non, on va soutenir l'Ukraine, on va soutenir l'Ukraine. La Russie a mis un truc. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez les Occidentaux ont provoqué cette guerre, ont soutenu cette guerre, ont poussé le régime de Kiev à ce que la guerre arrive. Ils ont poussé les Ukrainiens à faire bras de fer avec la Russie. Ils ont poussé les Ukrainiens à menacer la Russie. C'est ça le vrai problème. Donc, ils ne sont pas blancs comme la neige. Poutine n'est pas le démon dans ce film. Parce que ils empêchent tous les autres médias de s'exprimer. Et c'est eux, leurs médias seulement, qui s'expriment matin, midi, soir. Donc, il faut croire aux gens qu'ils ont la raison totale. Et que les autres ont tort. Les autres sont des démons. Mais en réalité, c'est ça le vrai problème. La crise alimentaire dont ils parlent matin, midi, soir sur les médias, ils disent que ce sont les Russes qui sont à la base de ça. Mais ils ne disent pas aux gens que cette crise alimentaire va venir parce que eux, ils ont sanctionné la Russie. Parce que eux, ils ont dit qu'il ne faut plus la Russie va utiliser le système SWIFT pour commercialiser avec le reste du monde. Ils ne peuvent pas dire ça, ils ne disent pas ça. Ils disent que ce sont les Russes qui créent la crise. Vous comprenez comment les gens là, ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Ils manipulent les gens. On dit non, le blé va manquer parce que la Russie ne veut pas. La Russie fait la guerre à l'Ukraine. À quoi ça? La famine va s'abattre sur le monde. Ceci, cela, que c'est la Russie qui est à la base. Mais ils ne disent pas aux gens que la Russie ne peut pas vendre ses produits parce que eux, les Occidentaux, ont dit que le système bancaire mondial actuel, ils ont dit aux Russes, sauf au prix, ils vont utiliser, ils ont enlevé la Russie dedans. Donc, les petits pays qui dépendaient de la Russie, qui achetaient leur petit blé, leur petit maïs, leur huile, je ne sais pas, leurs hydrocarbures pour se chauffer, pour faire fonctionner leurs industries, qui ont le même système bancaire avec les Occidentaux, ne peuvent plus payer parce qu'ils ne savent plus par quel système bancaire passer pour faire des achats chez les Russes. Eux, les Occidentaux, ils ne disent pas ça. Mais ils contournent les choses et ils font croire au monde entier que c'est la Russie qui ne veut pas
Vendre ces choses, c'est la Russie qui provoque la crise alimentaire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire avoir par les médias. Nous, les autres, on connaît. Quand on regarde, on rigole, on dit, mais vraiment, ceux-là, si ce n'est pas... Le diable, il te fait du mal et puis il est là. Il dit, c'est l'autre qui fait ça. Pourtant, c'est lui-même qui est à la base de ton malheur. Donc, vous comprenez, nous les autres, on connaît. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On regarde et on rigole. Donc, s'il y a crise alimentaire, ce n'est pas la Russie, mes frères. La Russie n'a pas dit qu'elle ne vend pas ses produits au reste du monde. Elle n'a pas dit qu'elle ne vend pas ses produits au reste du monde. Elle a été sanctionnée. Elle a été sanctionnée. Et les Occidentaux disent qu'il ne faut plus. La Russie va utiliser leur système bancaire pour vendre quoi que ce soit au reste du monde. Et les Occidentaux, ces mêmes-là, ils menacent n'importe quel pays qui va acheter des produits chez les Russes. Et en même temps, ils viennent, ils disent non, les Russes ne veulent pas vendre, les Russes, c'est eux qui provoquent. Mais vous comprenez ces démons-là? Donc la Russie a dit, bon, comme vous ne voulez plus que j'utilise votre dollar ou l'euro, ou bien si jamais les trois petites banques russes, les trois grandes banques russes, celles avec qui, celles avec lesquelles les Occidentaux commercent encore, si ces banques continuent, les Occidentaux encore vont confisquer l'argent des Russes. Donc les Russes ont dit, bon, si c'est le cas dorénavant, payez mes marchandises en roubles. Le Vatican, c'est-à-dire le pape, au Vatican, là, eux là, c'est le gaz russe, ils utilisent. Ils ne sont pas dans les tabac des trucs des Européens. Pour dire non, on ne fait pas, on ne paye pas. Si le Vatican parle, qui va encore parler? C'est le centre, c'est eux qui commandent le monde occidental. Les gens de trucs, les papes. Aujourd'hui où je vous parle, le Vatican a décidé d'acheter 10 millions d'euros de pétrole dans la main des Russes, mais en roubles. Ils ont compris la leçon. Ce qui fait que le rouble est vendu sur le marché international. Des gens achètent le rouble en ce moment pour pouvoir prendre ça pour acheter leurs marchandises. Ce sont les Occidentaux qui disent on ne veut pas. Mais si vous ne voulez pas, vous n'allez pas avoir du gaz. Le Vatican dit je ne suis pas dans ça. Gaz de schiste et tout ça, je ne suis pas dans ça. Je prends mon gaz chez les Russes. Ils ont dit aux Russes donnez-nous. Donnez-nous, je ne sais pas si c'est gaz ou bien pétrole ils ont acheté, mais en tout cas, ils ont acheté pour 10 millions d'euros convertis en roubles. Donc, ils ont acheté ça. Comme le Vatican n'est pas grand, Rome n'est pas grand, ils vont alimenter leur cité paisiblement. Et tout. Voilà, ils ont commencé à payer aujourd'hui. Voilà, donc hop, Roger, il dit, ils ont commencé à payer aujourd'hui. Donc, qu'ils veulent ou pas, ils vont crier. Mais pour finir, là, Poutine va avoir raison sur lui. L'Inde, il y a longtemps, les Indiens, ils payent. Ils payent en roupies ou en roubles chez les Russes. Les Chinois aussi, ils payent en roubles ou en yuan. Les pays du Golfe, ils vont payer bientôt en roubles ou en dinars. Les Russes vont leur dire, bon, écoutez, si vous voulez payer mes marchandises, soit vous payez en roubles ou en dinars. Mais je ne veux pas voir d'euros ou de dollars sur mon territoire. Donc, vous voulez des trucs, de la farine, vous voulez du blé, mais payez, je vous livre. Ramadan arrive bientôt à Tia. Ils ont besoin de trucs, du blé. Ramadan arrive, les gens ils vont faire carême. Carême va finir, c'est pas Kabato, ils vont manger quand même. Il faudrait qu'ils mangent. Ils mangent du pain, un café. Il faudrait qu'ils boivent baka, un pain. Il faudrait qu'ils mangent shawarma, pizza, tout ça. Ah oui, carême arrive, tu ne peux pas couper carême et puis manger au gros Kabato. Ton ventre va peser, on dirait. Non. Ils doivent manger du pain. Et ce pain-là, c'est la Russie qui va, c'est pas l'Occident qui va leur donner. Et donc, du coup, l'Occident va dire, bon, vous voulez du pain, mais payez en dinars ou en roubles. Je ne veux plus voir de dollars. Donc, les Occidentaux, qu'ils veulent ou pas, il y a des pays qui sont prêts à payer en roubles. C'est eux qui se tirent une balle dans la tête. Donc, tôt ou tard, ils vont céder. Le Rome a cédé aujourd'hui. C'est-à-dire le Vatican, l'Église catholique a cédé aujourd'hui.
Demain, d'autres vont céder. Le jour n'est pas encore arrivé. La Russie a dit le 31. Nous sommes aujourd'hui le combien même? Voilà, le 30. Nous sommes aujourd'hui le 30, mais ça cède déjà, ça court. Quand le 31 va arriver, c'est mou. Donc, sur ce, on se laisse. C'était le contournant bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple africain, vive les illuminés, et on est ensemble.